cette table ronde de l'après-midi, le troisième grand moment de la journée, autour des héritages de l'histoire et de l'esclavage revisité. Palabre porte bien son nom puisque ça permettra justement de discuter et d'échanger sur le poids de l'histoire, des histoires, et de réfléchir justement en quoi il y a ce lien permanent à faire entre notre présent, le passé, les héritages et les difficultés à faire entrer justement ce passé dans nos présents. Aussi bien d'ailleurs sur le sol de l'Afrique que dans les ex-pays colonisateurs, mais aussi dans des pays qui ont connu des systèmes de ségrégation, par exemple, puisque ce sera intéressant, puisque nous avons ici des expériences croisées de plusieurs, de pouvoir parler de plusieurs continents et de voir comment ces enjeux sont vus en fonction d'où on parle et d'où on est. Alors, j'ai le plaisir, je vais aller dans l'ordre de la tablée. Abdelaziz Baraka Sakin, qui est le premier de nos intervenants, bonjour, qui sera accompagné d'ailleurs de Mati Kabal, qui va nous permettre de faire une traduction, puisqu'il interviendra en arabe et moi en français. Vous avez ensuite Ousmane Traoré, chercheur sénégalais, qui d'ailleurs actuellement est au Sénégal, je tiens à le dire, mais qui travaille aux États-Unis, qui a travaillé sur l'esclavage, qui a travaillé sur la traite, qui a travaillé sur un certain nombre de questions ces dernières années. Et enfin, à mes côtés, Chouki El Amel, qui est lui marocain, qui travaille sur un certain nombre de problématiques aux États-Unis et sur la relation notamment au Maroc sur les populations noires. Très bel ouvrage préfacé par une très très grande chercheuse, Madame Catherine Kokry-Vidrovitch, si je m'abuse, que nous connaissons tous les deux très bien. Oui, oui, bah oui, bien sûr, je t'attendais de remarquer. Elle vient à droite ou à gauche? Tout à fait. Et Jennifer Richard, qui nous rejoint, avec qui j'ai eu énormément de plaisir hier à débattre. Vas-y, vas-y. Attends. Comme elle vient de le dire, il y avait trop d'hommes seuls sur cette table ronde et c'était inacceptable. Et non, mais surtout, elle nous a fait le plaisir de... Tout à fait. On la remercie doublement, puisque en fin de compte, ça a été vraiment une réflexion d'hier de lui proposer de l'inviter à nous rejoindre. Et ce qu'elle disait hier résume son travail, je trouve, d'une manière extraordinaire. On s'attend toujours à ce que dans mes romans, je dois parler des questions de racisme, des questions d'identité, alors qu'on peut aujourd'hui parler de toute autre question, même si on me renvoie souvent à ces enjeux. Et je me suis dit que par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, ben justement, on va reparler de ces enjeux et comment chacun se positionne. Alors, je vais peut-être commencer par une première question à toi, Ousmane. Alors, on va attaquer par toi. Aujourd'hui, parler de l'esclavage, parler du passé colonial, ça veut dire quoi dans notre présent? Pour toi, prends le micro qui est devant toi. Parler de l'esclavage... Allô, vous m'entendez? Alors, parler de l'esclavage et parler du passé colonial. Je les sépare. Je suis un spécialiste de l'esclavage, mais plus précisément un spécialiste des traites négrières. Donc je voulais préciser ça d'abord. Pour moi aujourd'hui, c'est un bon panel qui est une continuité des autres panels d'hier, des panels d'hier, enfin des discussions qu'on a hier, surtout avec Liliane Thuram. Aujourd'hui, pour moi, un des héritages des traites négrières, que l'on appelle, est-ce qu'on dit esclavage, mais l'esclavage existe dans toutes les sociétés, donc je préfère utiliser les traites négrières pour peut-être essayer de comprendre le racisme qui est dans nos sociétés contemporaines. Et on ne peut pas comprendre et déconstruire le racisme qui est ancré dans nos sociétés contemporaines si on ne revisite cette histoire, l'origine du racisme. Je pense que hier, je suis resté, c'est pas que je suis resté sur ma faim, mais je pense qu'il n'est pas toujours clair, il n'est pas clair, c'est pas toujours clair l'origine en tout cas les intellectuels n'ont pas bien abordé l'origine du racisme. Parce qu'on pense que ce sont les traites négrières qui ont
qui ont engendré les traites négrières. Ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est ma position. Donc, il va falloir, je pense que peut-être au cours de la discussion, quand j'aurai plus de temps, mais il va falloir aller aux origines du racisme. Et encore une fois de plus, mon point de vue est que le racisme n'est pas né des traites négrières. Il faut revoir notre histoire parce que il y a une éducation religieuse dans la société judéo-chrétienne. Il y a une éducation dans la société chrétienne, dans la société musulmane. Éducation par rapport à la couleur de la peau, par rapport au noir. Donc j'entends le mythe de Cham. Le mythe de Cham. Je pense qu'il y a des jeunes étudiants ici. Donc le mythe de Cham, c'est que quand vous prenez les textes religieux musulmans, que ce soit toutes les religions abrahamiques, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, nous avons ce qu'on appelle le mythe de Cham. C'est-à-dire le prophète Noé qui était ivre et qui dormait, qui dormait un peu à moitié nu. Et donc, Cham qui vient voir son père en train de dormir nu et qui a rigolé. Et donc, il a invité ses autres frères, parmi lesquels Japhet, venez voir, papa est en train de dormir complètement nu. Et donc, quand Noé s'est réveillé, il était très énervé parce que Japhet lui a dit ce que Cham avait fait. Il était très énervé. Il a condamné Cham à devenir, ou en tout cas les descendants de Cham, à devenir l'esclave des esclaves. Donc je pense que c'est une histoire religieuse qu'on n'a pas toujours revisitée. Pour moi, c'est là-bas qu'on doit aller rechercher l'origine, ce mythe qu'on a créé autour du noir inférieur, du noir esclave. Donc en tant qu'historien, c'est là-bas que je vais chercher le racisme. Alors maintenant, après, une fois de plus, je ne dis pas que ce racisme est né des religions révélées, mais ça peut être l'interprétation que les gens ont fait de ce mythe issu des religions révélées. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le mot noir associé à l'esclave a commencé à émerger. Et donc dans les sociétés judéo-chrétiennes, dans les sociétés musulmanes, donc il y a toujours cet aspect du mythe de Noé qui fait du noir l'esclave. Et donc, on va revenir plus tard, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais ce mythe religieux a été validé aussi par le siècle des Lumières, qui était aussi un siècle où des intellectuels européens ont validé intellectuellement, ont donné en tout cas un cadre théorique aux faits religieux selon lequel le noir est inférieur. Et donc ça s'est continué. Ça s'est continué et donc finalement c'est ce mythe qui a tout simplement abouti à la traite négrière arabe qui commence au 7e siècle et qui s'est poursuivie jusqu'au 15e siècle avec aussi plus tard la traite négrière transatlantique et puis océan Indien. Donc je pense que pour moi, tant qu'on n'a pas résolu cette question, pour déconstruire, parce qu'hier on a beaucoup parlé de déconstruire, on va en revenir, mais déconstruire passera par un regard critique des origines du racisme, un regard critique de ce qu'on a hérité des religions, des siècles de lumière et plus tard de la colonisation. Je vais m'arrêter là et puis je vais développer. Non, mais je trouve que c'est très intéressant le cheminement que tu fais, les questions que tu poses de vouloir mettre en interaction sur le temps long et le discours savant qui va émerger au XVIIe, XVIIIe et l'histoire de la traite, des traites, tu l'as dit, tu l'as signifié 2 fois, et aussi les mythes et les mythologies religieuses qui fabriquent aussi des imaginaires et comment tout ça s'entrelace. Ben justement, mon deuxième intervenant, je vais l'interroger sur cette perception vue d'ici peut-être, vue du continent africain, cette histoire de l'esclavage. Toi qui as travaillé, je vois ton livre à mes côtés, Le Maroc noir, tu le montreras d'ailleurs au public, puisque cette question, est-ce qu'elle est vue de la même manière? Est-ce qu'elle est digérée, appréhendée? Est-ce que toi, en tant que chercheur, tu l'appréhendes de la même manière en regardant ce récit depuis justement l'Afrique, depuis l'Afrique du Nord, depuis le Maroc? D'abord, j'ai des corrections à apporter sur la théorie de Cham. Et, parce que j'ai écrit un livre et il y a un chapitre là-dessus sur la théorie ou le mythe de Cham, la malédiction de Cham. Et d'abord, si vous constatez qu'on a un problème de langage, quand on parle de l'esclavage, on ne peut pas digérer parce qu'on n'a pas encore consommé, on n'a pas encore commencé.
On vient de le commencer. Il y a peut-être 2 décennies qu'on a commencé à travailler sur l'esclavage dans le Maghreb, mais on n'a pas saisi l'esclavage, on n'a pas défini. On ne connaît pas la nature de cet esclavage dans une région, ce n'est pas islamique, influencée par l'islam. Parce que ce que j'ai démontré dans l'étude, c'est que la plupart des gens qui ont été asservis, sinon tous, ils étaient des musulmans. Et ça, c'est contre la loi islamique. Comment ça se fait? Comme par exemple, Saadi, on n'est pas Saadi ici, mais l'invasion Saadi en 1591 de l'Empire Songhai, ils étaient des musulmans. Ils étaient asservis. 20 000 étaient asservis. Ramenés au Maroc, 10 000 ils étaient dans l'armée saadienne. Et cette armée-là était héritée par Moulay Ismail. Quand Moulay Ismail voulait créer son armée, on lui a dit qu'il y avait des descendants des esclaves. Ce n'est pas des esclaves. Voilà le langage. Ce n'est pas des esclaves. Ce n'est pas la traite négrière. On ne peut pas dire la traite négrière. C'est insultant. Négrière, c'est la traite, ce n'est pas une traite, mais c'est le commerce de l'asservissement. C'est ça le mot juste. Il faut changer le langage. Il faut changer la grammaire de l'esclavage pour comprendre l'esclavage. Parce que quand on parle de l'esclavage, il y a 2 discours en même temps. C'est le discours de la version standard officielle et puis le discours des autres histoires. Ce que je vais présenter, c'est les autres histoires. C'est-à-dire ces gens qui ont été asservis, pour eux, c'est une réalité. Je reviens à Moulay Ismail, je vais revenir à la malédiction de Hamsi Panoué. Il y a une association, c'est vrai, entre la couleur et l'asservissement. Quand est-ce qu'a commencé? On peut considérer que ça a commencé au Moyen-Âge, peut-être avec Tabari. Et Tabari, parce que là, Tabari, il a fait des catégories, soi-disant des races, parce qu'il a mentionné le mot herbe. Il n'y avait pas un mot juste pour désigner les races, désigner l'autre, parce que la race n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'autre. La race veut dire l'autre. Et une façon de crier l'autre, c'est de le racialiser. Et ça a commencé c'est avant le discours religieux, mais puisque Osman, il a mentionné cette justification de l'esclavage à partir de la Bible. Ok, 2 choses. La malédiction est dans la Bible, mais la noirceur n'est pas dans la Bible, c'est dans le Talmud. C'est-à-dire que le Talmud, ils ont élaboré sur les différents groupes, sur les différents peuples du monde qui étaient au Moyen-Orient ou bien en dehors du Moyen-Orient. Pour les gens qui étaient d'une couleur noire, ils ont pensé que ce sont des descendants de Cham, et puisqu'ils ont associé cette couleur qui n'est pas préférée au Moyen-Orient avant Jésus-Christ, ils ont pensé que il a une relation avec la malédiction. C'est-à-dire que puisque le peuplement du monde, il devient de la Bible, et les qualifications, les qualités qui ont été données, ce n'est pas dans la Bible. Il faut seulement avoir les informations. Voilà. D'accord. Vers ta conclusion pour que je puisse continuer. Vas-y, termine pour pouvoir passer la parole aux autres. Alors, cette idée est passée par les chroniqueurs, les historiens dans le monde musulman. Je ne dis pas l'islam, parce qu'il n'y a pas de relation avec l'islam. L'esclavage n'a pas de relation avec le Coran. Le concubinage n'a pas de relation avec le Coran. Ça n'existe pas. Le concept de Walad, par exemple, la mère de l'enfant qui porte l'enfant
à 100 mètres, ça n'existe pas dans le Coran. Alors ça vient avec les influences de la culture et qui a une relation avec ce qui se passait dans le Moyen-Orient. Et pour seulement connecter ces points, un des premiers historiens, il était chrétien ou bien juif, il a élaboré sur cette question des races, il a dit que les descendants de Cham, Cham, il était beau, mais quand il a vu son père nu, il a été maudit et il était devenu laid d'une couleur noire. Et c'est comme ça a commencé. Et puis après, tous les historiens, presque, non, c'est pas tous, mais la plupart des historiens, ils ont répété la même chose. Sauf par exemple Dimashqi, Ibn Khaldoun, ils ont révisé, ils ont dit non, c'est ridicule. Même Ibn al-Jawzi, 2e siècle, il dit ça, c'est ridicule. Mais ils ont gardé la classification des races selon la Bible. Je voudrais qu'on bascule maintenant sur une autre territorialité avec Abdelaziz qui nous explique, aussi bien d'ailleurs dans ses romans, je pense à Les Django, Le Messie du Darfour ou le dernier, La Princesse de Zanzibar, qui nous explique la place qu'occupe aujourd'hui dans la société la mémoire, l'histoire de l'esclavage, justement, puisqu'il va jusqu'à Zanzibar, lui-même est soudanais, et qui nous raconte cette histoire de la place sur toute cette partie orientale de l'Afrique du récit et de la mémoire de l'esclavage. شكرا للحضور وشكرا على السؤال. بشكل عام أولا أنا لم أرى في حياتي رجلا حرا ولا امرأة حرة. كلنا مسترقون في أشياء كثيرة جدا. أولا معتقداتك، أنت طالما تتبع معتقد معين فأنت مقيد. طالما تتبع قوانين معينة موضوعة في البلاد فأنت أيضا لست حرا. طالما تتبع لديك أفكار معينة تمشي عليها يعني نظام، أنت مقيد، أنت لست حرا. طالما يوجد سيستم، توجد أنظمة أيا كانت فأنت لست حرا. طالما عندك عقل، وهذا العقل حتى كلمة عقل في اللغة العربية جاء من كلمة عقال، فأنت مقيد. لا يوجد شخص حر، لم أرى شخصا حرا، أنا لست حرا ولا. هذا مبدأ. ثم نتحدث عن الرق في زنزبار، والرق تاريخيا هو اختلاف في النوع والمقدار فقط. Alors, il remercie donc les organisateurs et puis il vous remercie en tant que présence. Et puis il rebondit donc sur cette question pour dire que il n'a jamais vu de sa vie quelqu'un de libre. C'est-à-dire, il est du moment qu'il y a un système, c'est que on est prisonnier de ce système par les règles, par aussi l'organisation qui est faite par ce système, et on est aussi prisonnier dans nos esprits, parce que le mot arabe de raison, qui veut dire aql, renvoie à uqal, c'est-à-dire c'est le lien, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, une ligature, c'est qui attache l'esprit, c'est-à-dire pour lui il n'est pas libre, c'est-à-dire il n'est pas libre en tant que personne. إذن إذا اتفقنا كلنا عبيد وليس بيننا أحرار. Alors si on est d'accord, on est tous des esclaves. الرق الذي حدث بالنسبة للإنسان ويعتبر يعني تاريخيا هذا فرق فقط في النوع وفي المقدار وفي الطبيعة.
l'esclavage, il faut le voir dans le degré donc, de l'esclavage et aussi dans la nature de cet esclavage. وليس لهذا الرق المعروف تاريخيا علاقة باللون، لأنه بريطانيا باعت عدد ضخم جدا من الإيرلنديين إلى أمريكا، وهذا معروف تاريخيا، وهذا جذر والأس المشكلة بين بريطانيا وإيرلندا إلى الآن. Et l'esclavage n'a pas de rapport avec la couleur, puisque par exemple les États-Unis ont vendu des milliers d'Irlandais, ils ont importé, pardon. Oui, pardon, les Anglais ont vendu des milliers d'Irlandais aux États-Unis. والرق موجود في الدولة الرومانية، موجود في العصور القديمة جدا، وكان يعني يقوم على إنه القوي المنتصر هو الذي يفرض إرادته. بالتالي كيف يعني أصبح ارتبط كيف هذا الرق بالرجل الأسود أو المرأة السوداء أو بأفريقيا؟ فقط إنه الأوروبيون أو الذين اكتشفوا الأسلحة النارية قبلنا هم هزمونا، لكن غير كده غير هذا لا يمكن أن يستعمروا أو يأخذوا أرقاء من هذه القبائل السوداء. يعني فقط يعني كان اختلاف في القوة، عدم توازن في القوة. Il y avait une différence au niveau de la force. Les Européens ont découvert les armes et donc ils avaient la possibilité donc d'asservir les Noirs et que c'est grâce à ce pouvoir que on peut parler donc d'esclavage. لو في افريقيا نحن اكتشفنا السلاح الناري قبل الاوروبيين لكان الرق الان مرتبط بالشخص الابيض، يعني الرجل الابيض كان يعتبر هو الرقيق او ينظر اليه كعبد. Si en Afrique on avait découvert donc les armes, les choses auraient pris une autre tournure et que à ce moment-là les Noirs auraient asservi donc les Blancs. Merci de la traduction, Mathis. Non, très bien. Je voudrais basculer maintenant de l'autre côté de l'Atlantique et faire le lien entre deux continents, l'Europe, l'Amérique. La place, et tu le disais hier, aujourd'hui, un homme, une femme noire ou métisse doit encore se positionner au regard de cette histoire. Est-ce que ça veut dire que cette histoire est indélébile, elle est ineffaçable, elle est définitivement ancrée, je dirais, dans un récit personnel, identitaire aujourd'hui, quand on écrit aujourd'hui, quand on est romancier par exemple aujourd'hui, romancière, ou est-ce que justement on peut commencer à prendre une forme de distance avec le poids de ce qu'a été l'esclavage, ou est-ce que c'est indépassable? Ton regard par rapport à ce que tu as dit hier aussi, et dans la continuité de ce que tu as dit hier. Et dans la continuité de ce que tu disais hier, à savoir, en tant que blanc, en tant que breton, on a le droit d'en parler, de parler de cette histoire, parce qu'elle est aussi celle des populations blanches d'Europe et des États-Unis. On a le droit, en tant que noir ou métis, de parler d'autre chose. Donc c'est en effet quelque chose qui est très fréquemment observé dans la culture française en particulier, je disais plus qu'aux États-Unis et plus qu'en Angleterre, plus qu'en Grande-Bretagne, que les personnages de fiction sont noirs ou arabes, mais plus noirs qu'arabes. Je trouve que les personnages dans les romans et dans les fictions audiovisuelles françaises se sont plus démarqués de leur histoire que les personnages noirs. Donc je trouve ça encore dommage, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il faudrait, j'espère qu'on pourra bientôt passer au post-racisme en pouvant prendre à notre compte des histoires différentes et des histoires vraiment universelles. Et pour l'instant, on est encore là-dedans. Parce qu'il y a encore des choses à dire, parce que peut-être que les populations blanches qui se sentent coupables, qui se sentent responsables de ça, n'ont pas envie d'en parler. Ça, c'est le travail que tu fais, que tu prends à ton compte pour cette population-là qui n'a pas bénéficié ni de l'esclavage, ni de la colonisation, parce qu'encore une fois, c'est une toute petite élite financière qui profitait de la traite
de l'esclavage ou de la colonisation. C'est une toute petite partie des sociétés. Ce sont les assurances, les banques, les sociétés de transport, les sociétés immobilières qui ont profité de ces faits historiques. Les populations ouvrières d'Europe n'en ont pas profité, ni aux États-Unis. Et c'est pour ça que ce n'est pas une histoire qui doit être taboue, parce qu'on s'en fiche de heurter les sentiments des banquiers et des assureurs, et que la population ouvrière et modeste des pays européens n'a pas du tout à s'en faire si on parle de cette histoire-là. Donc que eux en parlent, que des historiens comme toi en parlent, je trouve que ça doit continuer. Et peut-être que les autres populations qui ont été stigmatisées peuvent passer à autre chose. Et il y a quelque chose qui est aussi très agaçant, c'est qu'on stigmatise beaucoup de personnes dans les pays d'Europe qui votent mal, ou aux États-Unis qui votent comme on n'aime pas, qui votent quand on est sur les côtes. Et ces populations-là ne sont pas forcément les plus racistes, en fait. Ce n'est pas forcément ces populations qui créent les scissions économiques et les ghettos urbains. Et ces populations, ces élites intellectuelles qu'on retrouve sur les côtes américaines et dans les grandes villes européennes, je trouve qu'il y a une condescendance, souvent, à mettre de côté, à mettre au banc du monde intellectuel les personnes qui votent les partis d'extrême droite, c'est ça que j'avais en tête, mais qui sont là avec leur petit badge « touche pas à mon pote ». Alors je ne sais pas si au Maroc c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, ce petit badge jaune là, avec la main « touche pas à mon pote », comme si les populations noires arabes avaient besoin du grand frère blanc pour les défendre. Mais c'est fini ça, enfin, on n'a pas besoin de vous pour prendre notre défense. Il n'y a plus besoin de grand frère, il n'y a plus besoin du gentil papa blanc. Donc cette condescendance, elle est très agaçante. Il faut passer à autre chose, voilà. Ce qui est intéressant avec tous les quatre, c'est que vous avez posé des regards à la fois différents, croisés, sur un sujet, sur un passé. Et vous proposez d'ailleurs des manières de regarder ce passé différemment. Vous le regardez différemment dans son origine, dans sa constitution, dans sa manière de le vivre, ou dans sa manière aujourd'hui de le digérer. Moi, ce qui m'intéresserait, et je vais revenir à toi, Ousmane, cette question-là, c'est aujourd'hui, comment tu regardes, par rapport aux États-Unis, aux recherches qui sont faites aux États-Unis, ou le travail qui se fait aujourd'hui chez les chercheurs en Afrique ou en Europe, la manière dont on appréhende ce travail. Est-ce que ça change? Est-ce que les travaux de chercheurs sont en train de faire changer la manière dont on regarde le passé de l'esclavage, les relations entre l'Afrique, l'Atlantique, l'Europe et l'Amérique? Est-ce que tout ça est en train d'arriver vers une nouvelle génération qui pose autrement les questions? Quel est ton regard à toi dessus, sur ce qui se fait en ce moment, ce que tu fais toi, mais d'autres aussi que tu vois faire? Est-ce qu'on regarde différemment le passé de l'esclavage? Ça a changé en termes d'histoire et de récit. Allô? C'est une question très pertinente. Oui, je pense qu'en vivant aux États-Unis, déjà en vivant en Afrique, d'abord, avant de partir aux États-Unis, je n'étais pas intéressé à ce sujet parce que c'est vrai, tu vas à l'école primaire, on parle de la traite. Tu vas au lycée, on parle de la traite. Tu vas à l'université, tu parles de la traite au Sénégal. Tu arrives à l'université, pareil. À un moment donné, tu t'en as... Mais moi, à un moment donné, quand je suis arrivé à la Sorbonne pour faire une thèse, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que j'ai raté. Il y a quelque chose que je veux savoir en tant que noir. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je ne voulais plus me suffire de ce que je lisais dans les sources secondaires, les livres. Donc j'ai fait un travail d'introspection, un travail personnel qui passait par aller aux Archives nationales de Paris, aux Archives nationales de Londres, Portugal, au Sénégal, essayer d'avoir un point de vue personnel en tant qu'historien. Pour moi, c'était important. Et parce que aussi, je voulais pas me suffire de cette explication très simpliste qui consistait à dire, écoutez, l'esclavage existait dans les sociétés africaines. Les Européens ont juste étendu de manière géographique et de manière économique. Donc pour moi il fallait que je comprenne. Donc c'est par là que je devais passer. Et donc aux États-Unis, je pense que aussi il y a une demande des étudiants dans la salle de classe.
Ils veulent comprendre. Donc, tu ne peux pas passer ça sous silence. Peut-être moi, je suis historien et spécialiste de ça, de cette question. Donc, il y a un regard nouveau qui consistait à non seulement explorer, en tant qu'Africain, venir aux États-Unis, essayer de montrer ce que c'est que l'esclavage dans les sociétés africaines et ce qu'il n'est pas. De montrer que la traite négrière n'a rien à voir avec l'esclavage qu'on trouve dans les sociétés africaines. En tout cas, on l'appelle esclavage. Moi, quand j'écris, je ne mets pas esclavage. J'utilise le mot Wolof ou le mot Bambara. Parce que le concept européen ne traduit pas très bien les réalités africaines. Donc je pense que aussi c'est très important de continuer le combat, de continuer d'éclaircir, d'apprendre pour comprendre. Parce que là, il y a au mois de juin passé, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, au mois de juin, il y a Nelson Piquet. Nelson Piquet, il a 70 ans. Il parlait de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est un... Moi, j'aime bien les Formule 1. Je regarde les Formule 1. Donc, il parlait de Lewis Hamilton. Il n'a pas cité son nom. Il a dit ce petit nègre. Ce petit nègre, il a dit. Au mois de juin, ça fait pas... C'est combien? C'est 5 mois maintenant. Et donc, il a dit ça, le petit nègre. Donc, tout le monde était choqué. Mais il a dit, mais pourquoi vous êtes choqué? Parce que ça, c'est un langage qu'on utilise au Brésil et c'est normal, le petit nègre. Mais on oublie que ce n'est pas Nelson Piquet qui a dit ça. Qui se souvient de Jean-Michel Guerlain en 2010? Moi, j'étais étudiant en France. Je regardais la télévision, je mangeais mes pâtes. C'était l'heure des grandes écoutes. Et le monsieur, il présentait son nouveau parfum. Il dit, ah, j'ai travaillé dur pour ce parfum. J'ai travaillé comme un nègre. Je ne sais même pas si les nègres ont autant travaillé dans leur vie. Donc, vous voyez, il y a une banalisation du racisme qui est devenu... Donc, je pense qu'il fallait... C'est pour cela, moi, je trouve que je suis très content d'être aux États-Unis parce que c'est une question perpétuelle. La population pousse pour connaître mieux cette histoire. Et je pense que aussi, nous, en tant qu'historiens, on doit continuer à creuser pour savoir ce qui s'est passé. C'est pour cela, moi, je dis, à travers mes recherches, j'ai trouvé que, pour moi, il faut aller aux origines du racisme. Je ne dis pas que les religions ont validé le mythe de Cham, mais le mythe de Cham est dans les religions abrahamiques. Maintenant, ça dépend de ce que les hommes en ont fait. Parce que les intellectuels du siècle des Lumières ont validé le racisme, ont donné un cadre théorique et intellectuel à ce mythe religieux, que ça soit vrai ou faux. Mais ils lui ont donné un cadre théorique, intellectuel et idéologique. Et ce n'est pas simplement un cadre idéologique et intellectuel qu'ils lui ont donné. Parce qu'après, ils lui ont donné aussi la validité politique avec la conquête de l'Amérique et puis une validité économique. Donc c'est ce qu'on disait finalement. On avait besoin... Regardez dans l'histoire de l'humanité. Je vais finir par ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que les Noirs qui ont été asservis du 7e siècle quasiment jusqu'au 19e siècle, 12 siècles d'asservissement. Donc c'est une traite raciale qui a visé une population sur la base de la couleur de sa peau. Donc je pense que c'est ça que je voulais dire et je pense qu'il est important qu'on continue de creuser et puis on ne peut pas déconstruire, parce que depuis hier on parle de déconstruire l'histoire, mais on ne peut pas déconstruire l'histoire si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Parce que l'histoire, c'est comme quand tu conduis ta voiture. L'histoire, tu as ton rétroviseur, tu regardes dans le passé pour mieux avancer vers le présent. Donc pour moi, il faut en parler. Merci. Merci à vous. Justement, je voudrais t'interroger quand tu fais un ouvrage comme Le Maroc noir. Tu es donc en connexion avec ton présent. Est-ce que tu penses qu'un ouvrage qui traite de cet enjeu, qui parle de cette question, a aussi un effet sur les relations aujourd'hui dans le présent, dans la société? Donc le fait, pour faire encore plus direct dans ma question, est-ce que le fait de raconter un récit sur un territoire, le fait de le transmettre au plus grand nombre à travers un livre, et à travers les conférences que tu fais, les débats que tu fais, ça a une interaction, selon ton propre regard, sur les relations intercommunautaires, par exemple, au Maroc? Est-ce que d'ailleurs, tu fais aussi ce livre parce que tu sais que c'est important dans les relations entre les communautés au Maroc aujourd'hui? Wow. Je vois ton sourire qui pointe dans ma question. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas d'où commencer, mais d'abord j'accuse la France. Je sais on est allé à la même école, c'est le centre Malher, centre de recherche africaine. Et quand je me suis présenté pour faire une thèse sur les relations entre les Noirs et les Arabes en Afrique du Nord, Jean Devis, il m'a dit non, il ne faut pas faire ça.
C'était en 1987. Ouais. Et je crois que toi, tu étais venu en 1988 ou 89. Exactement, l'année d'après. Et il m'a dit, il faut revenir au Maroc et trouver un sujet. J'ai trouvé un manuscrit, je l'ai emmené en France, et il m'a dit, tu vas pas travailler, vous n'allez pas travailler avec moi, vous allez travailler avec Jean Bouleg. Alors il a... And he took you. Alors j'ai laissé tomber ce sujet. C'est-à-dire, en France, même en France, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est nouveau. Hein. On parle de l'esclavage, de la race et le racisme, c'est nouveau. Hein. Ça existe, on n'en parlait pas, c'est-à-dire, comme en France, comme au Maroc, c'est pareil. Le sujet de race, de l'esclavage et du racisme, it's a public secret. C'est un secret public. C'est-à-dire que we know what we don't want to know. On sait ce qu'on ne veut pas savoir. Et ça, il a une conséquence sur la production de savoir. Et il a une conséquence sur les gens qui étaient asservis, leurs descendants. Ça a une conséquence avec les gens qui ont une couleur noire. Ça a une conséquence que les gens qui étaient marginalisés toujours quelque part au Maroc. Et moi, quand j'étais petit, je me rappelle que j'ai un frère, demi-frère, qui s'appelle Karim. Mais dans mon quartier, on ne l'appelait pas Karim. On l'appelait comment? Parce qu'il avait les cheveux un peu bouclés et une couleur un peu noire. Kahlouche. Moi, je ne savais pas. Moi, c'était Chouki. Lui, il était Kahlouche. C'est mon frère. Je ne savais pas. Je sais que j'étais blessé, mais je ne pouvais rien faire. Je sens maintenant comme le Mahi et son frère. Hein? Kahlouche, ça veut dire... je ne vais pas dire ce nom. Même je ne vais pas me dire Kahlouche. Il faut parler de ça pour s'en débarrasser. Moi, si j'utilise le mot race, couleur, et je l'utilise pour choquer. Complacency? Help me. Non, complacency. Ah, complexité. Pour choquer les gens de leur complexité qui est implicite. De son savoir, de savoir ou de ne pas savoir. C'est pour ça que je l'utilise. Mais normalement, c'est insultant. Et quand j'étais à la Sorbonne, c'est des obstacles. On n'a pas voulu que je continue ce travail. C'est seulement quand j'étais en Mauritanie, c'est là, parce que Jean-Louis Trio, c'est un autre prof que tu connais, je lui dis, professeur, est-ce que vous pouvez être dans le jury? Il m'a dit, oui, mais à condition que vous mettez les pieds en Afrique. Mais je suis africain. Elle m'a dit, oui, mais non. Subsaharien. Pour les Français, l'Afrique, c'est subsaharien. Pour les Marocains, l'Afrique, c'est subsaharien. À propos, je dois dire ça, je dois soulever ce problème. Vous avez lu la Constitution de 1962. Dans cette Constitution, dans le préambule, c'est écrit « Al-Maghrib بصفته دولة إفريقية وجزء من المغرب الكبير ». 76, c'est pareil. 96, c'est pareil. 2011, la traduction de 62. Le Maroc est un pays africain. 2011, ils ont changé la constitution. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ce n'est plus le Maroc qui est un pays africain. Le Maroc est un pays musulman et fait partie de la nation arabe méditerranéenne. Et il a des influences africaines. Ce n'est plus africain, c'est seulement des influences. Pourquoi changer l'africanité du Maroc? Je ne sais pas, 2011, c'est-à-dire 62, on était plus avancé dans notre idée idéologique, on fait partie de l'Afrique, on est africain, ça ne fait pas partie de l'Afrique, on est africain.
Mais 2011, ils l'ont changé, je ne sais pas pourquoi. C'est autre. Bon, pour conclure. That's it. Je reviendrai à toi pour la conclusion tout à l'heure. Abdelaziz, je voudrais poser une question. Vous vivez aujourd'hui en asile politique en Autriche, hors de votre pays. Est-ce que c'est plus facile d'écrire sur ces questions, en fin de compte? Est-ce que c'est plus facile d'écrire loin de chez soi et en Europe sur ces enjeux du passé que ça ne l'était quand vous étiez dans votre propre pays pour pouvoir parler de tous ces enjeux des non-dits? Une vraie question que je me suis posée par rapport au sujet que vous traitez dans vos romans et le fait que vous avez dû fuir votre pays pour raisons politiques. Est-ce que c'est donc en fin de compte plus facile d'écrire quand on est loin de chez soi sur des questions qui sont dures à entendre chez soi? عندما أكتب عادة في بعض الأشياء لا أعتني بها. في السودان يوجد قانون مصنفات يحدد ماذا تكتب وماذا لا تكتب مثلا. Moi, j'ai toujours écrit d'une manière libre, que ce soit au Soudan ou en Autriche. Mais au Soudan, il existe une loi qui définit un certain nombre de règles qu'il faut respecter ou ne pas respecter, enfin qu'il faut respecter principalement. أنا لا أعمل بهذا القانون. Je ne respecte pas, je n'applique pas cette loi. كذلك عندما أكتب لا أفكر ما هو ديني ولا أعرف أي دين عندما أكتب. De même que quand j'écris, je ne pense pas, je ne réfléchis pas à quelle religion je dois me référer. ولا إذا قرأ هذا الكتاب أخي أمي زوجتي لا يهتم. Ou est-ce que c'est qui va lire ce livre, ce roman, ma mère, mon frère ou quelqu'un de ma famille? وهل يسيء هذا الكتاب إلى حكومة أو إلى أشخاص إلى قبائل لا يخصني ذلك أيضا. Est-ce que ce livre va porter atteinte à un gouvernement ou à des tribus? Ça c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. وتحمل نتائج ما أكتب. Et j'assume les conséquences de ce que j'écris. لذا سجنت عدة مرات وطردت من بلدي وحرقت كتبي، فهذا طبيعي جدا. فأنا أتحمل. جان بول سارتر يقول يعني الحرية هي الاختيار وأنت المسؤولية أنك تكون مسؤول من اختيارك. أنك حر في أنك تختار لكن يجب أن تكون مسؤول من اختيارك. Alors c'est pour cela que mes livres ont été brûlés, ont été interdits. Et d'ailleurs, Jean-Paul Sartre, il dit que tu es libre et tu dois assumer tes choix de liberté. فبالتالي النمسا ليست سوى مكان آخر. C'est pour cela que l'Autriche n'est autre qu'un autre lieu. شكرا. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, oui. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir ces livres aussi pour en savoir plus. Jennifer, j'ai une question à te poser, pas personnelle, mais du regard de l'observatrice sur le temps présent. Quand tu vois des jeunes, issus ou non des immigrations, issus ou non des Outre-mer, puisqu'aujourd'hui, cette diversité dans la rue, quand on déboulonne des statues, elle est aussi diverse que l'histoire. Si tu regardes bien à Londres, à Paris, Fort-de-France, c'est un peu différent. Quel regard tu portes sur ceux qui veulent, considérant que l'histoire n'a pas réussi à passer, ou qu'elle ne s'est pas suffisamment écrite, ou que les mémoires ne l'ont pas suffisamment rendue collective et que ces statues sont choquantes à leurs yeux? Comment toi tu as réagi quand tu as commencé à voir tous ces déboulonnages, y compris donc aux Antilles, je le dis à Fort-de-France, c'était d'ailleurs 2 jours avant la mort et le crime et le meurtre de George Floyd, pas après, avant, ce que tout le monde a oublié aux Antilles françaises. Comment tu as réagi, toi, intellectuelle, romancière, observatrice de ton temps, de ces jeunes qui considèrent qu'il faut donc déboulonner ces traces du passé qui sont pour eux des insultes à leur présent? J'ai été invitée il y a quelques années pour la sortie d'un de mes précédents romans
Il est à toi ce beau pays qui traitait déjà notamment de la colonisation, de la ségrégation et de l'industrialisation en Europe. J'avais été invitée par une association de lecteurs africains, des femmes en fait surtout, donc des lectrices africaines en majorité. Il y avait un homme dans la salle qui avait été vraiment malmené, comme vieux patriarche à déboulonner. Et je ne m'attendais pas à ça en fait, parce que c'était la première fois que je m'emparais de sujets colorés, parce que c'était la première fois que j'avais des personnages ouvertement africains et noirs américains dans un roman. Donc j'ai été invitée par cette association qui m'accuse en fait, qui me cloue au pilori en me disant mais vous mentionnez cet affreux bonhomme qui était Stanley, l'explorateur britannique ou américain selon les époques de sa vie, et comment osez-vous, Stanley est quand même une personne abominable qui a livré le Congo à Léopold II. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'est vraiment ma première confrontation avec un lectorat autre que mon entourage, parce que je vivais à Paris, j'étais dans un entourage plutôt bourgeois parisien, donc majoritairement de souche européenne, et je n'avais pas eu l'altérité du regard sur mon écriture. Et j'ai pris ça de plein fouet en me disant, mais c'est vrai qu'ils ont raison de me dire ça. En revanche, ils n'ont pas forcément raison de me le dire sur ce ton-là. Ils n'ont pas forcément obligé de m'accuser de ça, de complaisance envers un personnage. Et je leur ai dit, c'est vrai que je suis européenne et je prends conscience de ça en vous parlant. Mais ce personnage, il se trouve que j'ai de l'admiration pour lui. Il se trouve que j'ai de l'admiration pour un explorateur qui a fait son métier d'explorateur de manière plus ou moins brutale et qui a remis contre son gré, et sans vraiment avoir conscience de ce qu'il faisait, à un chef d'État. De même pour Brazza avec le Congo-Brazzaville, de même avec Christophe Colomb. Ce sont des personnages qui ont une vie incroyable, qui ont eu un courage humain et un courage face à l'adversité qui est rarissime. Et les gens se focalisent là-dessus. J'étais à Cayenne, en Guyane, il y a quelque temps, et je vois un socle de statues. Victor Schellcher était écrit encore, mais il n'y a plus de statues. J'étais rue Christophe Colomb à l'hôtel, et je vois que Christophe Colomb est tagué, on n'arrive plus trop à lire. Et je me dis, ça c'est dommage, parce que ça fait quand même partie de notre histoire. Et le fait de déboulonner ces statues, d'effacer des noms, qui sont généralement des noms de personnes qui sont allées sur le terrain, ça nous fait oublier les coupables, en fait. Ça nous fait oublier, encore une fois, ceux qui ont profité de ces faits historiques et ceux qui ont commandité les actions. Donc, c'est pas Stanley, c'est pas Livingstone, c'est ni Brazza ni Christophe Colomb, ce sont les monarques qui étaient à la tête des États, qui ont commandité ça, qui, sans même risquer leur vie, ont profité de ce qu'ont découvert ces gens-là, qui, eux, n'ont pas fait ça pour l'argent, n'ont pas fait ça ni pour le profit, ni pour le pouvoir. Et on oublie ça. Donc pour moi, le déboulonnage aux États-Unis, aux Antilles et en France, actuellement, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, encore une fois, c'est un écran de fumée devant les véritables coupables de l'histoire qui sont toujours au pouvoir actuellement. C'est très bien ce que tu dis. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que il est trop facile de penser qu'en effaçant les traces de l'histoire, on remet l'histoire à l'endroit. Et un historien, par exemple, et Dieu sait que j'ai travaillé contre l'histoire coloniale, et Dieu sait que j'ai fait quelques livres contre ce sujet-là, je dis toujours à ceux qui déboulonnent, attention, dans 20 ou 30 ans, avec quoi, quel objet en fin de compte, quel outil on pourra raconter l'histoire coloniale à nos petits-enfants et ce que ça a été. Je préfère qu'il y ait 4, 5, 10, 15 plaques explicatives sous Colbert, sous Bugeaud, sous Lyotet, sous Stanley, sous Schellcher, et notamment... Très intéressant comme toi, j'ai fait une expérience où, en tant qu'historien blanc, je n'avais pas le droit à la parole en Martinique. C'est très intéressant, parce qu'il y avait une statue qui avait été déboulonnée de Schellcher. Et en fin de compte, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi elle avait été déboulonnée, les autres considéraient qu'elle devait être déboulonnée. Et en discutant avec ceux qui avaient déboulonné cette statue, il y avait un personnage noir, au pied de Schellcher, qui semblait remercier Schellcher. Comme une sorte de génuflexion. Pas un genou à terre, hein, on n'était pas avec le célèbre genou à terre qu'on connaît bien avec le Black Lives Matter, mais une sorte de remerciement éternel, permanent, d'un jeune enfant noir qui remerciait Schellcher de l'avoir libéré. Et ce que disaient ces jeunes, c'est pas tant Schellcher qu'on a déboulonné, c'est le fait qu'on soit ad vitam aeternam, alors qu'on passe tous les matins pour aller à l'école devant cette statue, à faire croire que c'est Schellcher qui a quelque part donné l'abolition et qu'on serait éternellement reconnaissant. C'est nos pères, au sens large, qui par leur lutte, ont gagné leur liberté. Et là, il faut du temps pour expliquer ces choses-là. Et déboulonner la statue empêche tout ce dialogue avec le passé. C'est pour ça que je préfère, comme toi, qu'on garde ces objets du patrimoine et du passé. Par contre,
qu'on y mette des plaques explicatives pour que les générations de demain aient un regard critique. Hors l'Occident, on parle de la pratique de l'esclavage à l'intérieur de l'Afrique. Et ce que j'appelle moi la diaspora interne. D'abord, la mémoire, c'est le présent. L'histoire, c'est le passé. Mais il y a une relation. On ne peut pas séparer les deux. Et c'est comme Orwell, c'est-à-dire celui qui contrôle le passé, contrôle le présent, contrôle la mémoire. Celui qui contrôle le présent, contrôle le passé. Et c'est pour ça que ces sujets, ça fait toujours tabou. On n'ose pas en parler. Et c'est tabou parce que ça fait partie de nous. C'est-à-dire que celui qui a asservi et celui qui a été asservi, la douleur est partagée. Mais il y a une distance. On prend cette distance. Et la mémoire est toujours une relation avec le passé. C'est pour ça qu'on garde sa distance, on n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, on continue à le faire, mais une partie de cette douleur qui est le racisme, ça dure toujours. Et c'est seulement c'est-à-dire découvrir le passé, d'en parler de ces sujets, c'est la seule façon de se réconcilier avec ce passé pour avoir une vie de coexistence maintenant. Merci. Je voulais répondre aussi. Vas-y. Oui, je voulais répondre aussi parce que c'est une question aussi qui rejoint. C'est une question aussi. Vous m'entendez? De toute façon, j'ai la voix caverneuse, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une question aussi qui rejoint le déboulonnement des statuts. Pour moi, en tant qu'Africain, en tant que chercheur africain qui s'intéresse à la traite négrière, pour moi, le seul devoir de mémoire qui pourrait aider, c'est, parce qu'hier aussi on a parlé de déconstruction de l'histoire, du passé, c'est ça? Déconstruction avec Lilian Thuram. Je pense qu'il faut une réécriture normale de l'histoire des Noirs. Et pour moi, le meilleur devoir de mémoire, c'est le mémoire, on dit le mémoire, hein, c'est ça, qui consacre plus d'énergie et ça demande beaucoup de courage intellectuel et politique. Qu'on écrive normalement l'histoire des Noirs, qu'on enseigne dans les collèges l'histoire des Noirs qui commence par une antiquité. Je suis persuadé, si je demande à cette audience, ceux qui ont appris l'histoire africaine, si je leur demande de quelle période ils ont démarré l'apprentissage de l'histoire africaine, vous n'allez pas me dire l'Antiquité. Vous allez commencer par la période médiévale. On ne connaît pas, les Noirs n'ont pas d'histoire antique. Pourquoi? Parce que si vous êtes un blanc, si vous allez à l'école, on vous apprendra que votre histoire commence par l'Égypte, Rome et Grèce. Le Noir n'a pas ça. Et l'Égypte fait complètement partie du continent africain. Et aujourd'hui, tous les vestiges historiques qui appartiennent à l'Égypte sont confisqués dans les musées européens. L'histoire de l'ancienne Égypte est une histoire qui a été blanchie. Les Noirs n'en font pas partie. Maintenant, on peut confisquer la civilisation matérielle de l'Égypte, mais on ne peut pas confisquer la civilisation immatérielle. Donc, on ne peut même pas comprendre la civilisation de l'ancienne Égypte si on ne la remet pas dans son contexte africain. Et je pense que les Noirs ont une antiquité. Si on veut, le devoir de mémoire pour moi, en tant qu'historien, un professeur d'histoire, c'est un devoir de mémoire qui rétablit la vérité historique, qui montre que l'histoire du Noir ne commence pas par le bateau négrier. L'histoire du Noir ne commence pas avec la bibliothèque coloniale. Mais l'histoire du Noir, qui étais-je avant d'être le nègre ou le abd? Qui étais-je? J'ai l'impression que je suis laissé dans la nuit noire. On nous dit qu'au-delà du XVIe siècle, vous n'avez pas d'histoire. Votre histoire commence avec l'histoire coloniale ou avec la traite négrière. Ce n'est pas vrai. Donc, ayons le courage de réécrire normalement l'histoire des Noirs, de leur donner leur vraie antiquité, de retourner l'ancienne Égypte, la civilisation Égypte comme une civilisation nègre. Et après, là, pour moi, c'est le meilleur devoir de mémoire. Et c'est une façon aussi d'apprendre, d'enseigner à tous ces jeunes-là que les Noirs avaient une histoire avant la traite négrière et avant la colonisation. C'est le meilleur devoir de mémoire. Merci.
يوجد نوع من المستعمر منسي تماما، يعني في افريقيا مثلا في زنجبار المستعمر العربي، يعني العمانيين ما فعلوه في زنجبار كان عمل قاسي جدا، قتل وتشريد وبيع وخصي للرجال الى اخره، وهذا معروف. يوجد نوع اخر. Il y a un colonialisme qui est caché. Par exemple, le colonialisme et le racisme omanais est quelque chose qui a permis dans l'histoire d'asservir les Noirs et de les exporter dans d'autres pays. يوجد نوع آخر مثلا في السودان، الدولة نفسها هي التي تقود تجارة الرق. يعني عندنا السلطنة الزرقاء في الدولة السنارية، وهذا معروف جدا. هي الدولة لها تقوم بغزو القبائل وتأخذ الضعفاء وتبيعهم، يعني هم أفارقة سود ويبيعون أفارقة سود أيضا، فهذا أيضا منسي. Au Soudan, c'est l'État qui gère l'esclavage, puisque elle emprisonne, c'est-à-dire ce sont des Noirs qui emprisonnent des Noirs et ils les vendent. Et ça, c'est une réalité qui existe au Soudan. إذن نحن عندما يحمل الناس تاريخ الرق لأوروبا وينسون الاستعمار العربي لأفريقيا وينسون الاستعمار الإفريقي الوطني للأفارقة أنفسهم، فهذا لا يعطي صورة واضحة عن الرق. Alors, quand on essaye de charger l'Europe et de la rendre responsable de la situation de l'esclavage, alors que dans les pays arabes, cet esclavage est systématisé et que dans certains pays africains aussi, il y a cette pratique, c'est quelque chose qu'il faudra évidemment refuser et interroger. Je voudrais remercier Chouki, Jennifer, Ousmane Abdelaziz. Merci à tous d'avoir respecté le timing, d'avoir été si passionnants. Merci à toi, Mati Kabal, de nous avoir traduit merveilleusement.